RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico les gars. Bonjour Mathieu. On se frotte les mains, on essaye de se réchauffer encore une fois ce matin. Oui, il y a eu les soupes hier, oui. Aujourd'hui les bons plats d'hiver. Et Mathieu, il faut que je vous fasse un aveu. Oui. En tant que gastronome passionné que je suis, je souffre depuis très longtemps de la disparition du phénomène de la saison. Le patrimoine alimentaire français, notre patrimoine gastronomique est basé sur la saisonnalité. Déjà pour le type de production, le type d'aliment, la façon de le consommer et les recettes qu'a pu engendrer cette façon de saison. Bien sûr, l'été, l'hiver, il y a des produits différents. Et du coup, la femme française, la ménagère, composait ses repas en fonction de la saison et de l'appétence qu'on avait. C'est sûr qu'à l'époque, c'était pas l'homme. Mais oui, qui composait les repas et qui faisait les courses. Hein. Il s'y est mis maintenant. Et voilà. Il s'y est mis très bien. Et quand même, les grands cuisiniers ont longtemps été, c'est injuste, il y avait des très grandes mères lyonnaises, mais les grands cuisiniers ont toujours été des hommes. Aujourd'hui, il y a un rééquilibrage, il y a une parité très équilibrée. Mais avec ces chaleurs caniculaires, qu'est-ce qu'on mange? Quelquefois, je suis désemparé, moi qui adore le melon Parme, tout simplement. Et l'hiver, qui n'était pas un hiver, et là, je vois arriver de la Baltique, le Paris-Moscou, des -6, des -8, des -10, des -11, et là, en moi, tout d'un coup, surgit une appétence oubliée que je ne ressentais plus. Et je me dis, on va pouvoir enfin remettre les pieds dans le pot-au-feu, dans le bœuf en daube, dans la potée. Merci au Moscou, grand froid. Paris. Il n'y a que des solutions et ça va nous redonner l'envie, voilà, de préparer ces plats de saison avec lesquels on a grandi, avec lesquels on a fait la France et remporté les guerres mondiales, bien entendu. 1000 possibilités de cuisiner. 1000 possibilités, comme les 1000 et une ces nuits. plats en sauce, ces plats qu'on mijote. Et surtout, à bas coût, Perico. Rappelons-le, ce sont des plats du pauvre à la base. Mais sur RMC, nous nous préoccuperons d'abord de donner à manger du bon et du pas cher à des gens qui ont de faibles moyens, en leur disant que la malbouffe n'est pas une finalité, c'est un gimmick que je répète très souvent. Et surtout ces plats cuisinés. Alors, ils vont demander un peu de temps. Parce qu'il faut faire les courses, il faut aller chercher le produit. Mais c'est tellement amusant, quand on est avec les enfants, on peut prendre un quart d'heure pour aller, même en grande surface, on va trouver ce qu'il faut. Et puis la préparation à la maison de ces plats mijotés en plusieurs étapes. Le pot-au-feu est un petit peu plus long parce qu'il faut y aller par phase. Et puis les autres, par contre, quand on prépare le légume, on coupe la viande. Et puis on voit la constitution de ce plat Vous voyez, c'est une œuvre d'art qui se forme petit à petit dans la casserole, dans la marmite ou dans le faitout. Et quand on le pose au milieu de la table, qu'on a travaillé ensemble, qu'on a œuvrer à l'élaboration de ce plat et qu'on le partage, c'est quand même une cérémonie familiale pleine d'amour et pleine de ferveur. On va s'intéresser au pot-au-feu en particulier dans un instant, mais juste un petit mot. Bonjour Anaïs Castagna. Bonjour Mathieu, bonjour Perico. On mange plus quand il fait froid, c'est vérifié. 55% des Français reconnaissent manger davantage lorsque les températures chutent, 51% des femmes, 59% des hommes. Des Français qui mangent des plats souvent plus riches que d'habitude, type raclette, tartiflette, mais aussi blanquette, bœuf bourguignon. Alors je sais ce que vous allez dire, c'est pas grave. L'hiver, on brûle plus de calories. Alors attention, les personnes qui travaillent dehors doivent avoir une alimentation plus grasse, plus énergétique, plus protéinée. Mais si vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas d'intérêt à modifier vos habitudes alimentaires. En tout cas, d'un point de vue physique. Mais vous savez pourquoi on se lâche quand même quand les températures baissent ? Parce qu'on pense que ça va nous réconforter. Plus d'un Français sur deux considère que manger un plat chaud typique de l'hiver permet de garder le moral. C'est régressif, c'est réconfortant. C'est un instant de civilisation, c'est un contexte familial, j'allais dire c'est une démarche culturelle. Voilà. Et c'est vrai que notre organisme, quand il fait froid, un peu moins aujourd'hui parce qu'on est quand même bien couvert, on est bien chauffé, mais pensons à l'époque où les enfants allaient à l'école 2-3 km dans la neige le matin, les ouvriers sur leur vélo pour aller à l'usine, eh bien on a gardé ce réflexe. À période froide, on a besoin d'un petit apport calorifique, mais l'apport calorifique en France, il est habillé par de la gastronomie et de la gourmandise, donc c'est toujours un bon moment à partager. Allez, c'est parti, on se met au fourneau. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Avant de s'y mettre, Perico, un petit rappel historique. Le pot-au-feu, apparition 1735, c'est ça, dans le Larousse, selon le Larousse. À mon avis, il existait depuis bien plus longtemps que ça. J'allais dire, ça doit remonter à l'Antiquité. L'idée de faire bouillir dans un pot qu'on met sur le feu ce qu'on a sous la main. Le légume des saisons de proximité, et puis l'animal qu'on avait sacrifié. On peut faire un pot-au-feu, ça va être un avarin d'agneau si vous voulez des agneaux, ça peut être de la chèvre, ça peut être du cochon. Chez nous, c'est le bœuf et le veau. Ma maman mettait du veau. Toujours un morceau de veau avec 2 morceaux de bœuf, donc la queue. Quel intérêt ça de mélanger ces deux viandes ? La diversité des textures, parce que le pot-au-feu, j'allais dire, c'est une mosaïque, c'est un tableau. Alors, très important, vous ajoutez les légumes au fur et à mesure de leur temps de cuisson. On commence, vous voyez, progressivement, on commence par les légumes les plus durs, la pomme de terre s'il y en a qui n'en mettent pas, la carotte, le navet, ensuite un peu de chou, pas forcément de chou, et le poireau filandreux, mon bonheur, c'était le poireau que l'on sortait, le bouillon
bouillon. Et l'avantage du pot-au-feu, c'est que vous avez 3 repas. Vous avez d'abord le bouillon, le consommé que l'on sert comme tel. Ensuite, on a la partie légumes. Et puis à la fin, on va pouvoir ajouter le morceau de viande que l'on va découper. Et la sauce qui va accompagner. Un pot-au-feu peut être accompagné d'une sauce gribiche ou d'une sauce ravigote. Dans le sud-ouest, on a tendance à mettre un petit peu de sauce tomate. On peut mettre de la moutarde, tout simplement de la Savora pour ceux qui l'aiment. Et donc, c'est une mosaïque de saveurs et de produits que l'on peut façonner à sa guise pour peu qu'on ait pris le temps de le préparer, j'allais dire doctement. Alors, je reviens à la viande parce que c'est quand même l'élément central du pot-au-feu. Quel morceau choisir? Quel morceau il faut demander mon cher au boucher? Mathieu, vous abordez un thème qui est une déchirure politique dans le patrimoine alimentaire et agricole français. Dites-moi. Mais oui, nos amis les bovins sont composés de 2 parties. La partie arrière qu'on appelle l'aloyau, avec les morceaux nobles, les morceaux tendres, dits à griller. Vous connaissez tous la côte de bœuf, l'entrecôte, mais aussi la bavette ou l'onglet, qui sont dans ces muscles que l'on peut cuisiner. Comme ils sont tendres, on peut les faire cuire plus rapidement dans les morceaux à griller. La Fédération de la viande avait mis un moment sur les étiquettes avec des étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles. Du coup, les gens se sont jetés dessus parce que c'est plus facile, c'est plus rapide à cuisiner, c'est très savoureux, c'est très bon. Le filet de bœuf pour faire un rôti, une côte de bœuf. Et on a oublié qu'il y avait, le bon Dieu a fait une moitié avant de l'animal, de la vache et du bœuf. Aujourd'hui, c'est surtout de la vache. Il n'y a plus de bœuf. Mais on connaît même pas le nom de ces morceaux-là. Alors, ce sont des morceaux plus durs puisqu'ils sont sur la partie avant. Ils travaillent moins. La partie arrière travaille un peu plus. Ceux-là sont plus durs. Ils demandent donc un peu plus de temps et d'énergie pour les préparer, mais c'est eux qui sont à la base de notre patrimoine culinaire. Ces plats mijotés, ce que l'on mitonne, c'est avec la partie avant. Vous savez, c'est le jarret, c'est la macreuse, c'est le paleron, c'est le collier. Dans tous les animaux d'ailleurs, c'est vrai aussi. Même l'épaule, vous voyez. Bon, eh bien là, ça demande du temps, et c'est avec ces morceaux-là que l'on va faire nos plats sur l'âtre, dans la cheminée, sur le chaudron, dans la marmite. On va laisser ça mijoter tout doucement. C'est les morceaux avant du bœuf. Un boucher vient confirmer ce que vous dites ce matin. Bonjour Paul. Bonjour. Vous nous rejoignez, vous êtes artisan boucher à Lille, hein, c'est ça Paul? C'est ça, exactement. Est-ce qu'on vous demande en ce moment, parce qu'il fait froid, beaucoup plus de morceaux, les morceaux avant que vient de citer Perico? Ah oui, exactement. Depuis qu'ils ont annoncé le froid là, cette semaine, on vend beaucoup plus de viande à mijoter, effectivement. Donc il y a un réel impact de la météo sur vos ventes? Ah oui, clairement. En tout cas pour ces morceaux-là. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez, par exemple pour le pot-au-feu? Parce que Perico citait le paleron. Morceaux. On peut tous les mettre, on peut en prendre que 2. Hein, ouais. Qu'est-ce que dit l'artisan? Moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, pour faire un bon pot-au-feu, il faut 4 viandes. Donc on conseille toujours un morceau maigre, comme la macreuse, un morceau gras, comme la poitrine, le plat de côte. Oui. Ensuite, le morceau gélatineux, donc ça sera le paleron. Voilà. Et après, ce que j'aime rajouter, c'est une langue de bœuf. Quel bonheur. Sans oublier les os à moelle. Et comme je disais, ma maman mettait un morceau de veau également. C'était une tradition peut-être de sa famille, puisqu'il y avait des origines normandes. Chaque région son pot-au-feu. Mais on fait ce qu'on veut. Et on peut aussi sortir du bœuf, comme je vous l'ai dit. Mais enfin voilà, là les morceaux que notre ami Boucher vient de nous citer, c'est les morceaux emblématiques du pot-au-feu traditionnel. Et tout ça, le ticket, Paul, on s'en sort pour combien pour un bon pot-au-feu? En gros, pour 4 personnes, pour la viande, il faut compter une quinzaine d'euros. On est compte. Et en plus, c'est moins cher. Une quinzaine d'euros. Mais oui, ça va demander du temps. Il faut aller chez le boucher. Mais rien que la conversation avec le boucher. Monsieur le boucher, je fais un pot-au-feu, qu'est-ce que vous me proposez? Et d'entendre l'artisan qui vous dit, allez, on va mettre un petit peu de macreuse, éventuellement un jarret, morceau gras. Vous voyez, la nuance aromatique et la texture. Et puis les légumes. Rien que cette conversation est déjà enrichissante. C'est la cuisson, Perico, qui peut faire peur. C'est la cuisson. Moi, je l'ai déjà raté. Hein. J'ai déjà fait un pot-au-feu. Alors, la cuisson, pas terrible. C'est un des seuls plats qu'on peut oublier. C'est-à-dire, vous le mettez. Il n'y a pas de surcuisson dans le pot-au-feu. Oui, mais il faut le mettre suffisamment, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut se retrouver avec un morceau de viande à feu très doux, vous savez. Cuit, élastique. Il faut, voyez, il faut pas que ce soit des petites bulles, vous voyez, on le sent frémir, comme ça, puis vous avez, ça remonte. Et puis alors, on le goûte, tous les quarts d'heure, on le goûte, et puis il vous raconte une histoire différente. Il dit, j'arrive. Puis à un moment donné, ça y est, je suis prêt. Dans une cocotte, obligatoirement. Alors, c'est là, on a des noms de contenants. Un vieux pot. Chaudron, un vieux pot, le pot-au-feu, un chaudron, une marmite, une cocotte, un faitout. Bon, allez, une bonne marmite, en aluminium ou en, voilà. Et on laisse ça, et on laisse mijoter.
Vous voyez, en 3 thèmes. Mijoter. On prend son temps pour le pot-au-feu, parce qu'on a tous des potes, et quand ils viennent au feu, on est content de les partager tous ensemble. Paul, on va faire le bon pot-au-feu que vous nous conseillez, vous aussi, ce week-end. Pour les prochains week-ends, parce que l'hiver est long, d'autres plats comme ça, en sauce, que vous proposez peut-être de côté traiteur dans votre boutique? Un bourguignon, par exemple. Oui, bœuf bourguignon, la blanquette de veau, le cassoulet. Et ça marche très fort en ce moment chez vous. Vous êtes à Lille, vous êtes à Lille, hein, cher monsieur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Saint-André-les-Lilles. Saint-André-les-Lilles. J'y étais ce week-end, c'est pour ça. Donc, je suis allé voir les artisans de Lille qui sont merveilleux. Il y a des bouchers extraordinaires. Est-ce que vous faites la carbonade? Ah, la carbonade. Oui, bien sûr. Oui, parce que je me suis fait gronder l'autre jour en disant que la carbonade et le bourguignon, c'est vrai que j'ai dit une bêtise. La carbonade n'est pas le bourguignon. Je voulais dire c'est le bourguignon des gens du Nord. Mais c'est un plat flamand avec de la bière, on est d'accord? C'est ça, bière, cassonade et pain d'épices. Et pain d'épices. C'est sublime. Quand elle est bonne, elle est sublime. Et là aussi, 3 francs 6 sous. C'est ça, exactement. Enfin, 2,10 €. Merci beaucoup, Paul. Passez un bel hiver à Lille. On a à peu près les mêmes températures que vous. Hein. Ouais, c'est ça, il fait pas chaud. Hein. Donc, on va se serrer les coudes et on va se tenir chaud. Ce matin, on avait du moins 12 à Colmar, qui était le record de la saison. Et on avait dans l'Est et à Besançon, moins 8, moins 9. Là aussi, à mon avis, ça va mijoter avec ferveur. Merci beaucoup à vous, Perico. Continuez à mijoter et à nous mitonner des bons petits plats pour les week-ends qui arrivent. On va y revenir, à mon avis, cet hiver un petit peu. Et d'ici là, on vous retrouve dès demain dans Estelle Midi. Oui.